Alors moi j'aime bien dire enseignement-apprentissage, hein, faire un couple avec enseignement et apprentissage, parce qu'il y a le point de vue de celui qui enseigne, il y a le point de vue de celui qui apprend, et puis aussi parce que selon le modèle pédagogique que l'on va choisir, on va mettre plus l'accent sur l'enseignement ou plus l'accent sur l'apprentissage. On peut même arriver à des situations extrêmes, hein, comme avec le livre de Jacques Rancière, Le Maître ignorant, où il n'y a pas d'enseignement et où il n'y a que de l'apprentissage. Et à l'inverse, on peut avoir des situations qui sont pas souhaitables, où il y aurait énormément d'enseignement et finalement très peu d'apprentissage, ce qui peut être possible avec certains cours magistraux. On peut avoir une vision un peu restrictive, au sens transmission et construction de ce que j'appelle les savoirs formels, de ce que Guy Vincent, qui a travaillé sur la forme scolaire, appelle les savoirs scripturaux, donc des savoirs qui vont passer par l'écrit. Donc ça, c'est une première vision, et elle est importante parce que c'est celle qui a donné lieu à ce que Guy Vincent a appelé la forme scolaire, et c'est celle qui, me semble-t-il, structure les espaces d'apprentissage aujourd'hui autour du modèle classe. On va y revenir. Et puis il y a une autre vision qui relève de ce qu'on appelle l'éducation intégrale, et qui est très oubliée, alors peut-être pas dans les milieux catholiques, parce que je sais que c'est un domaine dans lequel cette expression a du sens aujourd'hui, mais qui, dans le système éducatif français en général, est très oublié. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Parce que finalement, je pourrais dire que j'ai découvert l'éducation intégrale au Brésil, avec des collègues brésiliens qui étaient très intéressés par ces questions-là. Donc la question de l'éducation intégrale, elle est très, très simple, hein, finalement. Elle se développe, je dirais, largement à la fin du XIXe siècle pour la France, autour notamment de quelqu'un qui s'appelle Paul Robin, et qui va mettre en œuvre dans une école, enfin dans un orphelinat à Sampuy dans l'Oise, un projet d'éducation intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire éducation intégrale? Ça veut dire éducation totale de l'individu. Et pas seulement des apprentissages formels, mais une éducation aussi qui est une éducation artistique, une éducation par le corps et une éducation du corps, donc la prise en compte du corps qui est un peu en souffrance, hein, dans notre système éducatif, une éducation sensible et sensorielle avec les sens aussi, une éducation émotionnelle qui va rejoindre l'éducation esthétique, et enfin une éducation qu'on pourrait qualifier de sociale, hein, c'est apprendre à vivre avec d'autres. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Paul Robin, donc, qui a cette vision de l'éducation intégrale, dans cette école de Sampuy dans l'Oise, il va devoir développer avec son équipe des types d'espaces permettant cette éducation intégrale. Parce que si on s'intéresse au sens et si on s'intéresse au corps, ça ne peut pas se faire simplement dans une salle de classe, par exemple. On a en effet 3 grands modèles qui peuvent se combiner d'ailleurs dans un certain nombre de cas. Le premier modèle, donc, c'est le modèle qu'on va appeler frontal, ou on dit parfois en autobus, avec c'est le modèle le plus connu, hein, le plus fréquent. Si vous tapez salle de classe sur internet, vous allez immédiatement tomber sur ces classes en autobus, avec des rangées, des alignements de tables, hein, situés face à un enseignant qui peut être éventuellement sur une estrade. C'est le modèle dominant, c'est un modèle de transmission, hein, où les élèves ne se voient pas entre eux, mais tous les élèves voient l'enseignant, et l'enseignant voit théoriquement tous les élèves, même si les élèves sont capables de déployer des stratégies pour se cacher, hein, les uns des autres. Mais a priori, c'est assez difficile de se cacher avec ce modèle-là, parce qu'on va retrouver la logique foucaldienne des alignements, hein, et quand un corps ou une tête sort de l'alignement, ça se voit. Donc c'est un modèle de transmission, et c'est aussi un modèle de contrôle. Le deuxième grand modèle, c'est le modèle du U. Alors U simple, double U, U qui peut se transformer en O, hein, si on est dans une logique de fermeture complète, ce qui change beaucoup les choses, parce que ça veut dire que l'enseignant est dans le O,
au même niveau pendant un temps donné que les élèves. Donc là, c'est un modèle qui va plus être un modèle d'échange et de communication, puisque théoriquement, dans un U ou dans un O, tout le monde se voit. Et tout le monde peut entrer en interaction visuelle, au moins, avec tout le monde. C'est important de voir les gens à qui on parle. Là, nous conversons et nous sommes en situation d'interaction visuelle. C'est très compliqué d'interpeller ou de vouloir débattre avec quelqu'un qui est dans son dos, par exemple. Et une salle de classe en autobus, c'est cela en permanence. Et le troisième modèle, c'est le modèle des îlots. Alors là, qui va être beaucoup plus centré sur le travail collectif des élèves par petits groupes. Le modèle des îlots est un modèle qui peut désorienter l'espace de la salle de classe, puisque la salle de classe est un espace très fortement orienté. Et l'orientation se fait en général en direction d'un objet qui joue un rôle important dans les salles de classe et sur lequel mes collègues Anne-Laure Le Guern et Jean-François Thémine ont travaillé, c'est le tableau. Et pour désorienter une salle de classe, il y a un moyen relativement simple, c'est de ne pas avoir un tableau, mais d'en avoir 3, 4, 5 sur les différents murs, ce qu'un enseignant et chercheur qui s'appelle Vincent Fayet a fait dans sa classe notamment. On pourrait dire que la classe flexible, ça devrait être une évidence, simplement parce que les situations d'enseignement-apprentissage ne peuvent pas être toujours les mêmes, que l'on doit changer, que l'on doit réorganiser. Parfois, on a besoin de transmettre de l'information à des élèves ou à des étudiants. Et dans ce cas-là, le dispositif frontal est très efficace. Parfois, les élèves ou les étudiants ont besoin de travailler par petits groupes. Parfois, on a besoin de débattre. Parfois, on a même besoin de s'isoler pour travailler individuellement. Le problème de la classe non flexible, c'est qu'elle ne peut pas prendre tout cela en compte. Donc, moi, je dirais que la classe devrait être flexible. La question des assises, c'est autre chose. Et alors là, c'est un thème que je connais indirectement, mais que je connais assez mal en réalité, parce que ça va renvoyer à la physiologie des individus et donc à des questions qui relèvent de la santé et de la médecine. Mais ce que je peux quand même en dire d'un point de vue un peu éloigné et assez naïvement finalement, c'est que nous ne sommes pas tous pareils. Nous pouvons être grands ou petits déjà, et que en soi la même assise pour tout le monde peut paraître une hérésie. Nous avons les uns ou les autres des sièges de bureau que nous pouvons régler en hauteur, nous pouvons régler l'inclinaison. Le mobilier scolaire n'est pas très adapté à ça. Donc imaginez, parce qu'au départ, il y a une confusion, excusez-moi, je m'interromps, mais il y a une confusion entre classe flexible et ce qu'on appelle le flexible sitting. Flexible sitting, c'est bien l'assise flexible, ou les manières de s'asseoir flexibles. Donc on a un peu mélangé les deux. Mais si je reviens donc à l'assise, donc le premier constat, c'est que nous ne sommes pas tous pareils. Au-delà du nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Moi, je suis toujours très frappé quand je vais dans des classes de primaire, par exemple, de voir des enfants assis dans des positions absolument incroyables dans lesquelles je serais incapable de me mettre sans me casser en plusieurs morceaux. Donc, vous voyez, il y a ces dispositions, on pourrait dire, qui varient selon les individus et selon leur âge. Et puis, il y a aussi ce qui me paraît être une évidence, mais qui en fait n'est jamais discuté, comme beaucoup de choses relativement aux espaces d'apprentissage. On est dans des implicites, dans des naturalisations,
de situations. Par exemple, une dénaturalisation, c'est qu'on apprend dans une salle de classe. C'est comme ça. Une autre naturalisation, c'est qu'on apprend assis. Mais je ne sais pas comment vous apprenez, mais moi j'apprends parfois assis, mais j'apprends aussi beaucoup en marchant. Parce que quand je marche, il y a des tas de choses qui vont se passer. Et parfois, je peux être plus efficace en allant marcher une demi-heure parce que j'en ai assez d'être devant mon ordinateur. Je vais reconstruire des choses, organiser des choses, et quand je vais revenir, je vais pouvoir avancer efficacement. On a quand même, dans l'histoire de la philosophie, de grands philosophes qui ont construit une partie de leur pensée de manière déambulatoire. Il y a un livre très intéressant de quelqu'un qui s'appelle Frédéric Gros, dont j'oublie le titre dans l'instant, mais qui fait ses portraits de philosophes en déambulation, pourrait-on dire. Donc on pense à Rousseau, on pense à Kant, il y en a d'autres, Thoreau, qui ont construit leur pensée en marchant. Pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre assis tout le temps? C'est très lié à l'émergence de la forme scolaire que Guy Vincent identifie entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Cette forme scolaire, elle signifie plusieurs choses. Elle signifie d'une part qu'il va y avoir des lieux et des temps pour apprendre. Et donc c'est la naissance de l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va grouper des enfants dans un lieu, à un moment donné, pour apprendre. Pour apprendre dans le cadre de méthodes transmissives, et pour apprendre, comme je le disais tout à l'heure, essentiellement des savoirs de l'écrit, des savoirs scripturaux. Donc ça, c'est la forme scolaire. C'est une construction qui se fait progressivement. Le problème pour nous, et ça c'est un peu, c'est une question qui me préoccupe, mais pour beaucoup d'autres thématiques aussi. Le problème pour nous, c'est que nous avons toujours vécu avec cela. Donc, nous n'avons pas pris l'habitude d'interroger ces évidences. C'est-à-dire l'idée qu'on apprend dans une salle de classe et qu'on apprend assis. Mais on est tout à fait en droit, en mesure de les interroger. Mais pour les interroger, il faut pouvoir les déconstruire. Et pour pouvoir les déconstruire, il faut connaître leur histoire. Dans les travaux de Guy Vincent, si je me souviens bien, il met en évidence ce qui précède la forme scolaire comme manière d'apprentissage. Alors je vais essayer de citer de mémoire, je ne suis pas sûr de pouvoir tout restituer, mais il dit notamment qu'avant on apprenait en regardant faire, en regardant les gestes du forgeron par exemple, on apprenait dans la pratique, c'est-à-dire que l'enfant de paysan allait labourer les champs, allait semer avec son père par exemple. Et puis il y a peut-être un troisième aspect qui m'échappe, mais simplement pour dire qu'il y a beaucoup d'autres manières d'apprendre, et notamment dans le cadre d'une éducation intégrale, que celles que nous avons sélectionnées et qui sont efficaces. Parce que c'est intéressant de déconstruire, mais on peut aussi se demander pourquoi est-ce que c'est construit ainsi et pourquoi est-ce que ça marche. C'est-à-dire que je vais dire deux choses. La première n'est pas risquée du tout et la deuxième l'est peut-être un peu plus. Pour un apprentissage de masse, la forme scolaire convient relativement bien. Une salle de classe, ça convient relativement bien aussi. Des alignements dans une salle de classe, là aussi, ça convient relativement bien. Pourquoi ? Parce que c'est en alignant les chaises et les tables dans une salle de classe qu'on va pouvoir faire rentrer le plus d'élèves, et c'est en multipliant les salles de classe qu'on va pouvoir éduquer le plus grand nombre. Donc c'est un modèle efficace. C'est un modèle qui a prouvé son efficacité et qui l'a prouvé notamment au début du XXe siècle dans un contexte historique d'acculturation d'une partie de la population française. Alors peut-être qu'aujourd'hui,
Il faudrait réinterroger tout ça parce qu'on est dans un nouveau contexte. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à cela, et qui est peut-être plus risquée, plus osée, plus politique, c'est que ce modèle, d'une certaine manière, convient bien pour une gestion des populations. Parce que, et là, c'est en ce sens-là que je vais tenir un propos un peu plus risqué, c'est que c'est un modèle qui ne me semble pas être un modèle émancipateur. Et qu'une éducation émancipatrice, peut-être qu'elle doit passer par d'autres moyens et par d'autres espaces. Tout espace est un espace potentiel d'apprentissage. On utilise souvent l'expression d'espace apprenant ou territoire apprenant. C'est une expression qui me dérange un petit peu parce qu'on a l'impression que c'est le territoire qui apprend. Je préférerais utiliser un néologisme du genre, même si c'est pas très joli, espace apprentisseur, c'est-à-dire espace qui permet d'apprendre. Mais tout espace permet d'apprendre. Hein. On a des travaux sur les cours de récréation. La cour de récréation est un espace, je vais continuer avec ce néologisme, est un espace apprentisseur remarquable. D'abord, on y apprend à vivre avec d'autres, ce qui n'est pas toujours simple, mais on peut aussi y faire des expériences avec le corps, par les mouvements du corps. Hein. Bon, on y reviendra peut-être. Une de mes collègues, Muriel Monard, qui a fait une thèse à l'université de Genève il y a quelques années, met en évidence aussi que les couloirs, tous ces espaces interstitiels peuvent être aussi des lieux d'apprentissage. Du côté de ce qu'on appelle la pédagogie sociale, l'idée c'est que la rue est un espace dans lequel on peut apprendre et les chercheurs ou ceux qui travaillent dans le domaine de la pédagogie sociale, eux ont une stratégie qui est presque l'inverse de la stratégie du système éducatif, c'est-à-dire qu'on ne fait pas venir des enfants dans un lieu dédié, mais on va à la rencontre des enfants, alors souvent des enfants qui sont dans des situations de grande difficulté, dans les bidonvilles par exemple. Donc là, le bidonville ou la rue deviennent des espaces possibles d'apprentissage. Autre espace d'apprentissage sur lequel on commence à avoir un certain nombre de travaux, de réflexions, de recherches souvent militantes, ce sont les espaces de nature qui sont extrêmement intéressants, et tous les chercheurs qui travaillent sur la question des espaces de nature nous disent que la nature c'est intéressant parce que c'est riche, parce que c'est divers et parce que ça n'est pas adapté aux apprentissages, ça n'est pas adapté aux enfants. Et ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement mobilisateur, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans des travaux d'architectes qui s'interrogent sur les aires de jeu pour enfants. La question aujourd'hui, c'est comment faire des aires de jeu qui ne soient pas adaptées aux enfants. Alors ça peut paraître être une question bizarre, mais elle est fondamentale, parce qu'une aire de jeu qui n'est pas adaptée, c'est une aire de jeu dans laquelle l'enfant va devoir s'adapter. Et dans la nature, c'est pareil. Une branche d'arbre, elle n'est jamais exactement à la bonne hauteur pour un enfant de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans. Il va peut-être falloir trouver une stratégie pour l'attraper, ou une collaboration avec quelqu'un d'autre. Et donc apprendre. Et on apprend. Hein, on apprend beaucoup dans ces moments-là. Et puis je voulais mentionner un dernier espace potentiel d'apprentissage, c'est l'espace du voyage. Alors là, ça nous éloigne beaucoup de la salle de classe, mais le voyage, hein, et là aussi c'est un sujet sur lequel il y a un certain nombre de travaux aujourd'hui, est un lieu d'apprentissage exceptionnel. Ça peut paraître complètement irréaliste d'envisager le voyage comme espace d'apprentissage dans le cadre d'un système éducatif. Cela étant, il existe des pratiques qui sont compliquées, qui sont de plus en plus compliquées,
d'ailleurs, mais on peut au moins, à défaut du voyage, mentionner les sorties scolaires. Hein. Tout ce qui entraîne les enfants hors de l'école. Alors là, il y a une multitude de formats, hein, relativement aux sorties scolaires. Ça va de la pratique quasi hebdomadaire qui est mise en place par certains enseignants, de l'école dehors, par exemple. Hein, on va sortir de l'école. Mais les sorties scolaires, ça peut être des classes vertes, des classes de découverte, etc. Ce que je note par rapport à ces sorties scolaires, c'est que, et cela me semble révélateur, l'Éducation nationale ne publie presque pas de texte, presque plus de texte sur ces questions-là. C'est-à-dire que on va être obligé d'évoquer, mais je vais quand même revenir aux sorties scolaires auparavant, on va être obligé d'évoquer la question de la sécurité, qui est devenue une question majeure, obsédante, qui a un impact très fort sur les espaces d'apprentissage. Pour ce qui est des sorties scolaires et de la déambulation, alors c'est le voyage, hein, qui m'amène à cela, cette idée du mouvement. On a des travaux, des publications dès le début du XXe siècle autour de la notion de classe promenade. Et donc un inspecteur, hein, de l'enseignement primaire avait développé cette notion de classe promenade, hein, et l'idée c'était de sortir et d'avancer avec les élèves. Il pouvait y avoir un objectif, il pouvait ne pas y en avoir, et on récupérait entre guillemets toutes les informations au passage. On se livrait à diverses petites activités, observations, verbalisations, qui étaient parfois remobilisées en classe au retour de la promenade avec des travaux d'écriture. Bref, il y avait tout un ensemble d'activités proposées aux enseignants. C'est pas quelque chose de récent, hein. Vraiment, au début du XXe siècle, on a déjà ce genre de propositions qui vont être reprises, par exemple, par Célestin Freinet quelques décennies plus tard. Donc, par rapport à la question du voyage, si on peut apparenter la classe promenade à un mini-voyage, il me semble qu'il y a plusieurs compétences qui peuvent être mises en jeu pour les élèves. C'est d'une part une activité physique, hein, bien évidemment, qu'on va avoir dans le déplacement. D'autre part, une mobilisation sensorielle qui est très minorée là aussi dans notre système éducatif, hein, où on va privilégier les sens dits nobles, qui sont la vue et l'ouïe, au détriment des autres sens. Donc dans la classe promenade ou dans le voyage, il y a cette dimension sensorielle. Il y a aussi le vivre avec les autres, le vivre ensemble, qui peut prendre plus d'importance, parce qu'on peut avoir besoin de s'entraider, de faire avec les autres. Et puis toute cette dimension, me semble-t-il, d'ouverture au monde, à l'altérité, à la différence, qui est évidente en voyage, mais qu'on peut retrouver aussi dans des classes promenades. C'est-à-dire qu'une salle de classe, c'est un lieu dans lequel toutes les relations avec le monde sont médiées. Alors, sont médiées par des objets scolaires très classiques, hein, comme le livre, le texte, la photo, la projection, la vidéoprojection, hein, l'utilisation du tableau. Parfois, la médiation, elle peut se faire par des objets du monde qu'on va introduire dans la salle de classe. Hein, en sciences de la vie et de la terre, on va pouvoir amener des plantes, des cailloux, des animaux éventuellement. Mais il y a toujours une forme de médiation. Et je dirais que hors de l'école, on est dans la relation directe avec cet environnement apprentisseur potentiel.